Alors je te regarde toi. Ouais, tu me regardes moi. Oui, oui, tu ne regardes pas la caméra. Est-ce que tu peux parler juste un peu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je- Tu as vu le dernier rumeur à propos de Star Wars 8? Avec Euh, l'arbre, tout ça, les enfants et tout? non. Ah, je te dis pas alors. Dites-moi, notre rencontre au casino, ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas? Et comment vous avez eu ma nouvelle adresse? Je vous l'ai dit, c'est très difficile de disparaître de la circulation. Ça peut même attirer l'attention. En réalité, j'ai pratiquement fait aucun film avant de faire des films entre guillemets professionnels, c'est-à-dire avec une équipe où les gens étaient payés, etc. C'est-à-dire que vers 13-14 ans, j'ai eu une caméra vidéo, mais c'était très compliqué à l'époque de monter ce qu'on faisait en fait. Enfin, il fallait un gros matériel, etc. Donc j'ai fait quelques petits films avec des comédiens, mais qui n'étaient pas des comédiens, qui étaient des camarades de classe. Mais il y avait quelque chose d'extrêmement frustrant en fait, c'est-à-dire que ça me plaisait de cadrer, ça me plaisait de faire jouer des gens, de faire des lumières avec des lampes torches, etc. Mais il y avait quelque chose disons, de fondamental que je ne retrouvais pas, notamment dans le résultat. C'est-à-dire que j'avais aucun plaisir à voir les films que je faisais, et je voyais que les gens n'avaient aucun plaisir, voire même n'avaient aucun intérêt à voir les films que je faisais. Donc ça, c'était vers 13, 14, 15 ans. À l'adolescence, j'ai arrêté totalement de faire des films amateurs. Je n'ai pas du tout été un adolescent qui faisait des films. Et ensuite, je suis arrivé à Paris et je suis devenu un cinéphile, disons, assidu. Donc j'ai vu beaucoup de films et j'ai pas fait de film au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai absolument rien fait. Parce que j'avais dans l'idée que pour le réalisateur, il n'y avait pas d'apprentissage technique à faire, ou en tout cas que l'apprentissage technique se faisait assez facilement, mais qu'il fallait plutôt que je me prépare presque spirituellement à faire des films, en tout cas que je me mette dans un état progressivement qui me permettent de faire des films intéressants plus tard. Et comme j'ai jamais été précoce dans rien, même en termes de maturité, etc., je n'éprouvais pas du tout le besoin de faire des films. À 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai commencé à avoir un peu la trouille vers 30 ans. Mais disons, jusqu'à 30 ans, non seulement je ne faisais pas de films, mais j'avais même pas d'angoisse de l'avenir. Je me disais pas, oh là là, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, etc. J'avais toujours cette vocation d'enfance que j'avais à l'esprit. Le cinéma, c'est tout un dispositif où rentre en jeu un temps d'écriture, où rentre en jeu disons des rapports de force liés à l'argent, et ensuite un rapport au public. Même si le public est le public des Strobes, il y a quand même à un moment donné, même si c'est 500 personnes, le dispositif a besoin de ça. Et moi j'étais très frustré quand je faisais des courts-métrages, parce qu'il y avait quand même, disons, le rapport à l'argent, parce que les courts-métrages coûtent de l'argent, en tout cas les courts-métrages professionnels en France coûtent de l'argent. Mais j'étais frustré par le côté, il n'y a pas de public en fait, ou en tout cas le public est pas un vrai public. C'est personnel, je conçois tout à fait qu'il y ait des cinéastes qui ne soient pas du tout sensibles à ça, mais pour moi, disons, le cinéma c'est important, qu'il y ait un temps d'écriture, un temps de préparation, un temps de tournage, un temps de montage, et un temps où on montre le film et où le film devient malgré tout un objet industriel, enfin un objet commercial. Voilà. Donc tant qu'il n'y a pas tout ça, pour moi, c'était pas un vrai film. Dans les prochaines semaines, je vais devoir anéantir le ministre de l'Intérieur et ses alliés. J'aurai besoin de vos services à présent. Moi, j'ai été cinéphile. C'est-à-dire, je me suis identifié, disons, entre mes 15-16 ans
et je dirais mes 30 ans peut-être, ou un peu avant, vraiment, c'était mon activité principale, quoi, de voir des films, d'en discuter avec des amis, etc. etc. Il se trouve qu'à un moment donné, cet emploi du temps-là, enfin cette vie-là, sur le plan social, elle est invendable. Enfin, je veux dire, c'est pas une compétence qu'on peut vendre. Le seul créneau qui existe, c'est la critique de cinéma. Et donc, à un moment donné, par les hasards de l'existence, il se trouve que qu'on m'a proposé d'écrire des critiques pour un journal que créaient des gens qui faisaient une école de commerce qui s'appelait SOFA. Et donc, on m'a proposé d'être critique de cinéma et ça m'intéressait parce que disons, je pensais avoir une certaine compétence et que cette compétence, je pouvais la transformer en quelque chose de socialement utile, disons. Il y a eu un moment dans les années 2000 où on a cru, et même où les financiers ont cru, que la culture serait le dernier endroit à forte valeur ajoutée, où on pourrait faire plein d'argent, c'est-à-dire où on ferait plein d'argent avec les DVD, plein d'argent avec les disques, plein d'argent avec les livres. Et donc, il y a eu, disons, à la fin des années 90 et au début des années 2000, une explosion du nombre de FNAC dans des villes de province. Les Inrecuptibles sont devenus, même si ce n'était pas un tirage énorme, est devenu un truc vraiment beaucoup plus central qu'il ne l'était dans les années 90. Et, alors c'est peut-être encore vrai aujourd'hui, mais est probablement le grand journal français, beaucoup plus que Le Monde, c'est Télérama. Et puis ce qui s'est passé, en grande partie, c'est qu'Internet a changé tout ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de vol, enfin, ou de piratage, ou de tout ça, et qu'on a très vite plus du tout fait d'argent avec les disques, plus du tout fait d'argent avec les DVD, et qu'aujourd'hui les FNAC vendent des mixeurs et des aspirateurs Dyson, quoi. Et que évidemment tous les Technicart, je sais pas, tous ces journaux culturels, musique, cinéma, etc. Alors soit ont disparu, soit comme les Inrock ont été obligés de se recapitaliser, etc. Parce voilà. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont 30, 35, 40 ans et qui se retrouvent dans une précarité totale parce que parce qu'ils ont cru qu'ils pourraient vivre de leur passion, en fait. Et que probablement c'était une illusion, quoi. Vous allez simplement m'écrire un livre d'appel à l'insurrection. Personne ne saura que c'est vous qui l'avez écrit. Je vous enverrai 20 000, si vous dites oui tout de suite. Melville, moi, je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était dans un film d'Antoine de Rosière qui s'appelait À la belle étoile, dans lequel jouaient Mathieu Demy, Julie Gaillet et Karim Mastroianni. Et je me souviens qu'il avait un rôle secondaire. Le héros, c'était Mathieu Demy. Mais qu'il avait cette particularité. C'était la première fois que je le voyais, mais j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Comme quand on entend, je sais pas, ce qu'on appelle en chanson un classique instantané. C'est-à-dire une chanson qu'on entend pour la première fois et qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu, qu'on a l'impression déjà de connaître. Et donc Melville m'a donné cette impression. Voilà, c'est un acteur que j'avais jamais vu. Il avait 19 ans ou 20 ans. Et d'ailleurs, je l'avais jamais vu parce que j'avais pas vu. J'étais très jeune, j'avais pas vu les films de Ruiz dans lesquels il avait joué. Et donc, il y avait quelque chose de très étonnant là, c'est-à-dire il était presque déjà là, en fait. Alors que c'était un de ses premiers films, disons, qui sortait dans un circuit normal, etc., et qu'il était très jeune. Et donc j'avais dans l'idée que quand je ferais un film, je voulais qu'il soit le personnage principal. Et j'avais dans l'idée que je ferais un film avant 30 ans, quand même. C'est-à-dire, quand on a 18-19 ans, 30 ans, c'est même pas demain, c'est après-demain. C'était quelque chose de très abstrait. Je me disais, bah voilà, je vais faire un film avec Melville qui aura 30 ans, avec évidemment toujours comme objectif inatteignable, un truc du genre La maman et la putain, c'est un truc qui se passerait à Paris, avec des filles et tout ça, et ce serait Melville le héros. Et puis il se trouve qu'évidemment, j'ai pas fait ce film, puisque j'ai fait mon premier film un peu avant 40 ans. Et quand j'ai écrit le scénario,
je pensais pas du tout à Melville, parce que c'était un peu comme Ghostwriter, c'est-à-dire j'avais envie d'écrire un film d'espionnage, et donc j'imaginais pas du tout les gens qui allaient jouer dedans. À partir du moment où le scénario était fini et il fallait que les personnages soient incarnés, etc., la première personne qui m'est venue à l'idée, enfin à l'esprit pour le personnage de Pierre, c'était Melville, justement, en me disant, tiens, bah, voilà, je peux, en termes de mise en scène et pas du tout en termes d'histoire, voilà, le grand jeu peut être la suite d'un premier film que j'aurais pas fait à 30 ans. C'est pour ça que le personnage de Melville dans le grand jeu, un des trucs, c'est qu'il a un passé lourd. Il est pourtant c'est un jeune homme encore, enfin un jeune homme, il a 40 ans, mais on le retrouve après un moment où on l'a perdu de vue pendant 10 ans. Sauf que le film sur Pierre Blum, jeune écrivain prometteur, je ne l'ai pas fait. On s'est pas déjà croisés ici? Ah non, jamais. Par contre, j'avais lu ton livre à l'époque. Je me souviens, j'avais détesté. D'accord. T'es payé combien pour écrire cette merde? Pour Dussolier, à un moment donné, je me dis simplement, voilà, c'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années, le personnage de Joseph, qui est le meilleur comédien de cette génération-là. Et dans un premier temps, j'essaye même pas de voir ce qui peut coller avec le personnage. Parce que dans mon esprit, le personnage de Joseph dans le grand jeu est tellement inhabituel, disons, dans le cinéma français, que je n'ai aucune idée d'un truc qui pourrait me faire penser à quelqu'un dans un film, ou physiquement, ou à un homme politique, ou je ne sais pas. Et donc voilà, donc je me dis, voilà, dans ces acteurs-là, c'est le meilleur, en tout cas pour pour moi, quoi. Donc ça, c'est la première idée, et après je réfléchis et j'essaie de me dire pourquoi est-ce qu'il serait bien. Et là où il est bien, c'est que c'est un très bon comédien, c'est quelqu'un qui peut être inquiétant, mais c'est quelqu'un qui suscite la sympathie. C'est-à-dire que je voulais pas un méchant trop inquiétant. Je voulais quelqu'un de poli, voilà, qui soit crédible. Je voulais que le public, même si c'est entre guillemets le méchant du film, se prenne d'affection pour lui. Et je pensais que Dussolier avait à la fois donc il pouvait y avoir cette dialectique, quelqu'un d'à la fois très inquiétant, de manipulateur, mais en même temps de fragile et d'attachant. Ensuite sur le tournage, c'est quelqu'un qui est en termes de, je dirais même pas de technique, mais en termes d'engagement dans son travail, qui est vraiment extraordinaire. Enfin, les rares équivalents que je pourrais donner, c'est, je sais pas, des gens aux urgences à l'hôpital qui sont à 100% dans ce qu'ils font, et puis des sportifs, quoi, qui à un moment donné, quand ils sont en finale, en tout cas quand ils jouent un match important, sont dans un engagement à 100%. Et ce qui me frappe quand Dussolier est là, il a tourné assez peu de jours de tournage avec nous, il a tourné je crois 6 jours. Il y a une densité d'engagement dans sa présence qui est extrêmement impressionnante, quoi. Tu crois que c'est sérieux? On me dit qu'il fallait que je quitte Paris, sans quoi il me buterait. Mais t'es qui? T'es flic? Moi, je pars du principe quand même qu'il vaut mieux travailler avec des bons comédiens un peu éloignés du rôle que de travailler avec des comédiens moins bons, proches du rôle. C'est un point de vue, on peut en avoir un autre, mais j'aime bien que le comédien aille vers le personnage et qu'il lui donne quelque chose, mais que ça se fasse dans le cadre de quelque chose d'un peu construit, quoi. Là, pour le coup, c'est peut-être mon côté un peu bêtement hollywoodien, c'est-à-dire
J'aime bien qu'un même rôle puisse être joué par James Stewart ou par John Wayne, mais qu'au bout d'un moment, ou par Gary Cooper, mais qu'à un moment donné, l'acteur donne quelque chose à ce personnage en fonction de ce qu'il est. Et je savais que Clémence était une très bonne actrice. D'abord, je l'avais vue dans quelques films où elle m'avait, ou séries où elle m'avait convaincu, etc. Et puis je savais qu'elle était très sérieuse, c'est-à-dire comme le sont Dussolier ou Poupeau, c'est-à-dire ce sont des comédiens qui, quand ils arrivent sur le plateau, sont prêts, connaissent parfaitement le texte, et à qui, du coup, on peut demander des choses très précises. Moi, je demande des choses je demande des choses très précises aux comédiens, comme je sais pas, au bout de 3 minutes de dialogue, telle phrase plus lentement. Et il y a très peu de comédiens qui ont une maîtrise suffisante pour pouvoir attendre les 3 minutes et au moment des 3 minutes, jouer cette phrase-là plus lentement ou de manière un peu différente et reprendre ensuite le texte. C'est-à-dire que ça nécessite quand même une grosse dose de travail, de maîtrise de son art, etc. Et je savais que Clémence avait ça. Comme Dussolier est un comédien extrêmement, non seulement très connu, mais très intégré, je dirais, au cinéma français, c'est-à-dire quelqu'un qui a des Césars, qui a une image vraiment... c'est une des 3-4 personnes qui peuvent vendre le cinéma français à l'étranger, comme une Isabelle Huppert, etc. Alors que de l'autre côté, Melville, qui a beaucoup travaillé, qui est connu, etc., il a une image plus d'outsider quand même. On ne sait pas trop... Et voilà. Et ce que j'aimais aussi chez Clémence, c'était qu'elle avait ce côté un peu... elle est connue, elle est française, mais elle est pas dans le cinéma français. Elle a une image plus mouvante, moins... voilà. Donc ça m'intéressait que, disons, le représentant de l'État, en tout cas, ce soit quelqu'un qui ait sa place dans le cinéma français, et que Melville et Clémence, qui dans le film ont un rapport à la société, on va dire, plus lâche, soit par rapport au cinéma français, et un rapport avec le cinéma français plus paradoxal, disons. Voilà. Je voulais qu'il y ait un rapport très étroit entre le personnage de Pierre et le 5e arrondissement, et ce 5e arrondissement-là qui, comme, je ne vais pas faire le vieux con, je ne vais pas faire Jean Gabin, mais qui a tendance à disparaître. C'est-à-dire, moi j'ai connu encore au début des années 90 un certain type de 5e arrondissement avec un certain type de gens qui y habitent, alors soit des vieux universitaires ou des vieux étudiants qui avaient la même chambre de bonne depuis des années et qui avaient des vieux bouquins et qui avaient ce type de vie où ils n'avaient pas... disons des gens qui avaient été étudiants dans les années 50 et qui n'étaient jamais rentrés dans la vie. Et qu'on retrouve aujourd'hui chez Gibert. C'est pour ça que je tenais absolument à tourner chez Gibert. Il y a encore chez Gibert des types d'une 60aine d'années qui n'ont jamais commencé à travailler. Alors qui ont des petits boulots, qui tapaient leur famille, qui avaient... qui étaient dans une espèce de vague chambre de bonne, machin, etc. Et j'avais envie d'inscrire un peu Melville dans cette tradition-là, quoi. Justement, peut-être, le rapport de mon film avec la nouvelle vague, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, c'est des gens socialement inadaptés dans les années 50 au quartier latin, quoi. Tu sais quel a toujours été ton problème, Joseph? Tu ne sais pas t'arrêter de jouer.